Avant de se lancer, merci Martine, merci. Avant de se lancer dans la partie des documents secrets de Mar-a-Lago et de ce qui s'est passé la nuit dernière, qui évidemment Trump encore une fois a attendu les dernières minutes. Il avait un délai légal jusqu'à minuit pour déposer ses requêtes et il a fait comme à Washington, il a attendu les dernières minutes. Ce qui n'arrange pas les journalistes, dont moi, qui travaillent sur ce sujet-là, parce que, résultat, debout jusqu'à 2 heures du matin pour lire tout ça, analyser tout ça et vous préparer l'émission. Merci Maxence, je voudrais me remercier, vous avez été plusieurs pendant que je parlais, à passer par Super Chat et soutenir notre travail, soutenir notre émission 100% indépendante. Merci Guilhem pour ton Super Chat qui nous dit « Vous faites un travail exceptionnel ». Merci tout simplement, vraiment merci. Merci à vous la communauté. Ce travail exceptionnel tel que vous le définissez n'aurait pas de sens si vous n'étiez pas là pour, un, l'apprécier, deux, le partager et trois, le soutenir. Donc merci. Merci beaucoup. Merci Maxime aussi qui est présent, qui est un chutiste. Dire soutien mérité, qui est un chutiste sur notre page Kiss Kiss Bang Bang. Hein. Nous sommes plus de 300 membres. Et justement, tout à l'heure, on reviendra sur une discussion intéressante qu'on a eue il y a quelques jours avec Maxime et d'autres chutistes sur Nikki Haley. On va en parler dans le cadre de l'affaire, dans le cadre de l'affaire Fannie Willis. Donc, allez voir sur notre page Kiss Kiss Bang Bang si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Ça permet de nous soutenir de manière un peu plus régulière, de manière mensuelle, de nous offrir une visibilité. Et en échange, vous avez accès à un chat Telegram qui a une chaîne réservée, j'insiste, les chutistes, réservée aux discussions sur l'actualité américaine et le contenu des émissions, et où j'interviens très fréquemment, et on échange dessus. C'est un endroit formidable. Donc merci Maxime, merci Thierry, pour ton soutien qui nous dit qu'on est indispensable. Ben voilà, ben merci beaucoup. Et CPR pour ton, je crois que tu es à 2, hein, ton deuxième super sticker de l'émission. Merci Maxime. Aussi, c'est un autre. Merci Maxime Vivier, cette fois-ci, de son super chat. C'est vraiment très, très apprécié. Bon, et si on partait du côté de Mar-a-Lago? Partons du côté de Mar-a-Lago en Floride. Vous connaissez l'affaire et les personnages principaux. Effectivement, donc l'affaire, c'est Trump qui est parti de la Maison-Blanche le 20 janvier 2021 avec des tas de cartons, de documents qu'il n'aurait pas dû emporter. Première faute, parmi ces documents-là, des documents classés au-dessus de top secrets, dont des secrets nucléaires. On a appris que, par exemple, c'est intéressant, c'est pour ça que je vous dis que je ne m'arrête jamais ni au titre, ni au résumé fait, même s'ils sont de qualité, fait par certains journalistes, mais je vais lire la totalité des documents parce que il y a toujours des perles à découvrir, et donc se rend compte que parmi les documents que Trump avait apportés avec lui, il y a 19 documents concernant la sécurité nucléaire américaine. Donc vous voyez le genre d'informations que Trump a emporté. Donc première étape, il a emporté, et puis après nous avons fait plusieurs émissions sur le sujet encore récemment, donc je vous invite à aller voir, même si à un moment ou à un autre, lorsqu'on va s'approcher enfin de ce procès, si on s'approche un jour de ce procès, il faudra refaire tout ça, mais ce sont après les efforts de Trump, aidé par Walt Nato, de dissimuler ces informations-là lorsque les archives nationales, lorsque ses propres avocats, lorsque le FBI va essayer de les récupérer, changement de pièces, changement de serrure dans les placards, hein, vous vous souvenez tous de cette émission complètement folle, et puis après tentative de destruction de preuves montrant tout ça, avec cette tentative de destruction des images de vidéosurveillance. Donc ça, c'est le dossier.
tout ça, c'est le dossier Mar-a-Lago, qui est un dossier d'autant plus complexe qu'il s'accompagne apparemment d'une enquête exceptionnelle de Jack Smith. Jack Smith d'ailleurs qui, je pense, c'est ça, hein, devrait arriver très très prochainement comme emoji, et on va en avoir énormément besoin. Donc emoji, si vous êtes partie de team, un membre des teams Lachutiste, on vous a demandé ce que vous en pensiez de manière quasiment unanime. Vous nous avez dit oui, et donc Jack Smith va débarquer bientôt dans le chat, et vous allez voir, on va en avoir énormément besoin. Donc, enquête exceptionnelle de Jack Smith, qui non seulement a réussi à prouver tout ce que je vais vous raconter là, mais en plus, on le sait à travers la lecture de ces fameux documents, c'est que il a réussi à établir le motif. Pourquoi, dans quel but Trump a récupérer ces documents-là et dispose de témoins exceptionnels comme par exemple la secrétaire personnelle de Donald Trump, secrétaire personnelle à la Maison-Blanche et à Mar-a-Lago, qui a décidé, elle ne travaille plus à Mar-a-Lago, hein, qui a décidé d'aller dans le sens de la justice et de témoigner contre Donald Trump. On ne connaît pas la teneur de son témoignage, elle fait partie du dossier, mais ce sont des informations qui pour l'instant sont toujours scellées, mais en tout cas, enquête exceptionnelle. Et donc vous comprenez que au niveau de Trump, ce procès ne peut pas avoir lieu, et surtout ne peut pas avoir lieu avant l'élection présidentielle, parce que c'est ce fameux procès, hein, vous savez, ici on utilise le toast grillé, j'utilise souvent le gif de Bill Barr, son ancien ministre de la Justice, qui dit « is toast », c'est une référence directe à ce dossier-là, parce que les preuves sont tellement évidentes, la volonté de Trump d'aller hors la loi à plusieurs niveaux est tellement évidente que lorsque ce dossier arrivera enfin à un tribunal, il entraînera une condamnation de Donald Trump. Et oui, pour celles et ceux qui s'interrogent, c'est des condamnations qui s'accompagnent de peines de prison. On parle même ici de l'Espionnage Act. Donc ce sont vraiment des peines extrêmement importantes. Et donc Trump ne veut absolument pas que ce procès-là ait lieu avant la présidence, pas avant l'élection présidentielle, parce qu'il sait qu'une condamnation qui est quasiment garantie là ferait attendez, je note quelque chose tout de suite, on va en avoir besoin, aurait un impact sur sa campagne, et donc il veut absolument reporter ce dossier après ce procès, après l'élection présidentielle, parce qu'en plus, c'est un procès fédéral. Ce qui veut dire que s'il est élu, et c'est aussi un des enjeux pour s'assurer que Trump ne soit pas élu, si Trump est élu, il pourra faire annuler la totalité de cette procédure. Il n'y aura pas de procès. Vous imaginez cette enquête qui touche encore une fois à l'Espionnage Act, qui d'un coup terminerait parce que Trump deviendrait président. Et donc pour l'instant, Trump n'avait pas fait grand-chose parce qu'il disposait de l'aide volontaire ou involontaire. On ne va pas juger ici des intentions de la juge Cannon, même si on sait, ça a été une magistrate qui a été nommée, une des dernières qui a été nommée par Donald Trump, mais faisons confiance à la justice et oublions qui les a nommés, qui a décidé dès la première fois de faire transférer le procès dans une cour où le tirage au sort du jury serait plus favorable pour Trump, et qui avait déjà été épinglé pour des décisions qui étaient hors la loi. Donc quand je dis épinglé, c'était par les cours d'appel du 11e circuit qui expliquait que c'était en gros une des pires décisions de l'histoire judiciaire américaine, mais elle était favorable à Trump. Et dans tous les cas, volontairement ou involontairement, Cannon, par son attitude, a fait le travail pour Trump.
a fait que on va arriver à un moment où soi-disant ce procès doit débuter ou devait débuter ou doit débuter au mois de mai prochain, et en fait ça va pas être possible parce que Canon a tout fait pour ralentir la procédure en utilisant le droit, c'est-à-dire que nulle part il y avait écrit qu'elle devait répondre en 15 jours, en 3 semaines, donc autant prendre 2 mois pour répondre sur des faits complètement risibles et minimes. Et donc, je vous ai expliqué une de ces stratégies pour ne pas être remise en question par le 11e circuit, pour ne pas offrir la possibilité à Jack Smith de faire appel sur une décision, c'est qu'elle ne prenait pas de décision. Hein, elle utilisait chaque fois ces paperless orders, donc ces décisions qui étaient non justifiées en une ligne, qui faisait que c'était extrêmement dur pour le procureur spécial, le département de la justice, d'aller en appel. Mais Smith, c'était les bonnes nouvelles de ces dernières semaines, avait enfin réussi à la coincer sur 2 points, la forcer à publier, elle va le faire dans les prochains jours, à publier 2 décisions, donc décisions qui vont servir de base à un appel, où par exemple elle souhaitait que les identités des personnes impliquées dans toutes ces affaires-là, y compris les enquêteurs et les sources anonymes et tout le reste, soient publiées, soit rendu public, ce que Smith ne veut absolument pas pour des raisons évidentes de sécurité. Donc il a fait appel de cette décision devant la juge, ce qui va forcer la juge à sortir une décision détaillée, et à partir de là, la possibilité pour Smith d'aller ailleurs et de faire et possiblement de faire révoquer Canon. Et deuxième point, elle souhaitait aller dans le sens de Trump, qui fait une forme, je vous en ai parlé, de grey mail, donc de chantage au gouvernement américain, de dire mettons des documents secrets, mettons-les au dossier public. Donc mettons des secrets d'État au dossier public. Et elle est allée dans ce sens-là. Et donc là aussi, elle doit publier un order. Donc ce qui voulait dire que l'utilité de la juge Cannon, si on se place du point de vue de Trump, touche à sa fin. Touche à sa fin. Et donc, il fallait passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est ce qui est arrivé la nuit dernière, donc le dépôt de multiples requêtes pour demander l'annulation du procès. On en parle tout de suite. Vous êtes encore très nombreux pour cette édition spéciale de La Chute. Merci beaucoup d'être aussi fidèles à l'émission. Et merci JB Nidpou pour ton message, pour ton super chat, pour ton soutien et pour ton message. Ouais, c'est un travail de fou. Ça, on est bien d'accord. C'est souvent ce que me dit ma femme. Voilà. Et puis, merci à Laurent aussi pour ton super chat, super taf. Merci. Merci Timo pour ton super sticker. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Et merci Régent pour ton message. Il nous suit en plus du Mexique et c'est un ancien journaliste. Mais merci beaucoup Régent. Bonne émission à toi. Trump, hier, a déposé ses requêtes
pour faire annuler ce procès. Pourquoi je rigole? Parce que je pense que c'est la seule réaction saine que l'on puisse avoir à la lecture de ces documents-là, documents préparés par deux avocats, Todd Blanche et Chris Kise, donc qui vient avec Alina Habba de essuyer un échec colossal à New York dans l'affaire Engoron, et donc ça ne dit rien de bon pour l'avenir de ce dossier-là, parce qu'il est impliqué dans ce dossier-là. Et donc, on va voir les documents à mesure que je vous parle, parce que oui, nous avons donc les documents-là. Encore une fois, vous voyez qu'à chaque fois, donc le contraste, c'est que justement, c'est intéressant ce que tu montres, Thomas. Le contraste, c'est que c'est United States of America contre Donald J. Trump, d'accord? Et le document, donc ça c'est le document des avocats qui sont obligés de répéter le nom officiel de l'affaire, hein, donc c'est bien United States contre Donald Trump, et non pas President Trump. Mais quand les avocats de Trump, encore une fois, je vous ai dit à qui s'adressent ces gens-là. Ces gens-là s'adressent d'abord à leurs clients. On sait que Kise, depuis le début de cette affaire, entre ce qu'il a touché lui et son cabinet, on a dépassé les 10 millions de dollars. Et donc, tant que quelqu'un est prêt à mettre cet argent-là, qui n'est pas le sien à Trump, d'ailleurs, on va en reparler demain, forcément, il faut aller dans son sens. Donc, tous les documents officiels versés au dossier par les avocats de Trump ne parlent pas de Donald J. Trump, mais de président Trump. Donc on va aller, vous voyez, donc c'est sa requête pour annuler les charges retenues contre lui, qui vont de 1 à 30, 34, 37, je ne sais plus c'était quoi le numéro. Mais bon, en tout cas, 32. Donc, qui rejette les 32 charges. Et donc là, ce qui devient intéressant, je vous ai mis le sommaire de ce document-là. Et donc, vous avez un document pour faire annuler 32 chefs d'inculpation. 32 chefs d'inculpation, mais le document au total fait 19 pages. Et là, on se dit, ah, c'est quand même un truc intéressant parce qu'on demande quelque chose de majeur et on le fait sur 19 pages. Déjà, il ne doit pas avoir grand-chose. Et là, on continue. Et là, on se rend compte que, roulement de tambour, Trump a décidé d'utiliser la seule arme, la seule ligne de défense qu'il a dans tous ses dossiers. Je vous en avais parlé déjà pour Atlanta, on en a parlé évidemment pour Washington, mais c'est aujourd'hui aussi le cas pour Mar-a-Lago. Il demande l'impunité totale. Il explique que en tant que président, il avait une immunité totale et que donc, en général, on ne peut pas le poursuivre. Alors vous allez me dire, oui, non, mais le problème, c'est que cette histoire de documents et de tout ce qu'il a fait après, le problème, c'est que il n'était plus à la Maison-Blanche. Eh oui, mais c'est là que Donald Trump crée un nouveau concept. Il crée un nouveau concept, ses avocats le font, on n'a peur de rien. Dans la réalité, si la juge Cannon n'était pas la juge Cannon, elle devrait rejeter immédiatement cette requête-là parce que c'est une requête sans fondement. C'est ce qu'aux Américains, aux États-Unis, on appelle ça frivolous lawsuit. Donc, c'est un document qui est basé sur rien et qui va créer un nouvel argument. Et l'argument, et je vous jure que ce n'est pas des blagues, est le suivant. L'argument est de dire, et on n'est pas sur un plateau de Fox News, c'est un document de droit, un document du dossier pour une demande officielle pour faire annuler le dossier.
Et donc, le document explique que tous les documents qui étaient à Mar-a-Lago, ce qu'il a caché, les documents au-dessus de Top Secret, etc., etc., en fait, lorsque Trump était à la Maison-Blanche, de manière mentale la plupart du temps, il les a non seulement déclassifiés, hein, il n'existe aucune trace écrite de ce papier-là et de ces actes-là, du fait qu'il a décidé que ces documents top secret n'étaient plus top secret, première étape, et en plus de ça, ce qui est complètement ridicule, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans le dossier, on apprend qu'il y a 19 documents top secret classés qui touchent à la défense nucléaire américaine. Et tout ce qui est document secret nucléaire aux États-Unis ne peut pas être déclassifié de manière unilatérale, même pour le président des États-Unis. Le président des États-Unis ne peut pas prendre cette décision de dire bah tiens, là, notre base secrète et notre arme secrète nucléaire, je la déclassifie. Ou un général ne peut pas faire ça. Il y a un processus où plusieurs personnes ensemble doivent prendre une décision justifiée. Mais bon, c'est un détail et Trump s'en fout de ce genre de détails. Donc il explique que non seulement il les a déclassifiés, mais qu'en plus de ça, il a reclassifié ces documents comme documents personnels. Que donc, quand il était à la Maison-Blanche, sans papier, sans trace écrite, il a décidé que la totalité de ces archives, c'était ces documents personnels. Pourquoi il rentre cette notion de document personnel? C'est ce qu'on voit dès son introduction lorsqu'il parle du PRA. En fait, il se réfère à la loi. Donc, on va voir les documents. On va faire une pause 2 secondes des documents hier et on va aller récupérer le texte des archives nationales américaines qui ont publié ce document qui est partagé à tout président membre de l'administration des États-Unis pour les aider. C'est une loi qui existe depuis 1978, qui a été créée justement parce que suite à l'affaire Nixon, on craignait la disparition de preuves pour empêcher que les présidents des États-Unis considèrent, fassent disparaître des preuves en cas d'enquête, et deux, considèrent que les archives du pays leur appartiennent, alors qu'en fait, elles appartiennent aux citoyens américains. Et donc, dans cette présentation de ce qui est acceptable d'être récupéré par un président, évidemment, il y a les documents personnels. Et donc, c'est pour ça que Trump définit ces documents-là comme personnels. Mais plus bas dans le document, je pense que on a dans la prochaine illustration, on se rend compte que cette définition de ce qui est personnel est extrêmement limitée. Un document des États-Unis fait par une agence de renseignement ne peut pas devenir un document personnel. Il faut que ça soit quelque chose qui ait été créé par le président. Comme par exemple, c'était le cas dans l'affaire Biden, un journal intime qui chronique sa présidence pour préparer ses mémoires plus tard. Mais même, et c'était le problème de Biden, dans ce journal intime, il ne doit pas être basé sur des documents officiels et fasse part de secrets d'État. Donc c'est extrêmement limité. C'est-à-dire que, encore une fois, Trump sort une information de son contexte. Je vous dis, c'est un texte risible, une demande risible. Il la sort de son contexte pour dire, voilà, non, mais c'est tout à fait normal, ce sont mes documents. Et donc,
comme ce sont mes documents, et que j'ai fait ça, en tant que président des États-Unis, je ne suis pas hors la loi, ce sont mes documents. 2, et même dans le cas si j'étais, on peut voir les autres pages, parce qu'en fait je vous fais un résumé, tu peux faire défiler tout ça, même dans le cas où tout ça serait hors la loi, en fait ça ne l'est pas, parce que en tant que président, je suis protégé par cette impunité totale. Vous savez, ce dossier qui aujourd'hui est dans les mains de la Cour suprême. On va en parler quelques secondes un peu plus tard, quelques minutes un peu plus tard. Donc vous imaginez le précédent. Ce qu'est en train de dire Trump, c'est de dire, voilà, je suis président des États-Unis, dans 1 heure, je vais quitter la Maison-Blanche, j'ai les plus grands secrets d'État des États-Unis, je les reclassifie comme documents personnels. Du coup, ils n'appartiennent plus au gouvernement américain. Ils sont à moi. Ce sont les miens. Et à partir de là, je prends mon téléphone et je vais les vendre à Poutine, par exemple, ou à une autre puissance étrangère, parce que dans tous les cas, je ne peux pas être puni de mes actes. C'est aujourd'hui, en résumé, ce que propose Trump. C'est sa seule ligne de défense à Mar-a-Lago. Il n'y a rien d'autre dans ces documents-là. Donc on va voir d'autres extraits. Donc il explique que c'est un acte officiel, donc on ne peut pas le poursuivre. À partir de là, il a fait ça à la Maison-Blanche. Il a décidé mentalement, sans trace écrite, de transformer ces documents en documents personnels, de se les approprier. Et à partir de là, on ne peut plus rien faire. C'est brillant, non? Non, c'est débile. Mais c'est comme ça. Et donc, il explique que de toute façon, la juge Cannon n'a même pas le droit de le juger. Donc, à partir de là, et que donc, il faut que cette affaire continue. On avance toujours dans ce document-là. Et donc, après, il ressort évidemment les mêmes arguments qui ont été rejetés en civil un nombre de fois considérable, mais en pénal ont été rejetés par la juge Chutkan, ont été rejetés par son appel fédéral auprès de DC et vont être rejetés. Et je pense que le délai au niveau de la Cour suprême est lié à cette décision de la Cour suprême de rejeter cette information-là. Sauf que, pour parler de la Cour suprême, je pense que la démarche aujourd'hui de Trump d'utiliser cette défense comme il souhaite l'utiliser à Atlanta si Fani Willis n'est pas disqualifié, la manière dont il souhaite le faire parce qu'il n'a rien d'autre, va forcer la Cour suprême à donner son avis, non seulement très rapidement, mais sur le fond de cette question. Alors est-ce que, du coup, ça va permettre à Trump de pouvoir gagner du temps sur son autre procès parce qu'il va forcer, c'est ce qu'on appelle le concept de uniformisation de la loi, que c'est la même loi de partout. Et comme il utilise cette excuse en Géorgie, cette excuse en Floride et cette excuse à DC, il y a une nécessité pour la Cour suprême de prendre une décision et donc d'uniformiser la loi, que la loi soit la même sur l'ensemble du pays. C'est un processus qui peut être rapide, qui peut être utilisé, que la Cour suprême
peut faire en un mois et demi, mais qui peut prendre aussi énormément de temps. Encore une fois, toutes ces questions de temps sont le pari de Donald Trump. Parce que lorsque le district de Columbia a pris sa décision, pour justement ne pas ralentir le processus, ils ont expliqué qu'ils rejetaient la demande d'impunité totale de Donald Trump, mais que leur réponse était uniquement basée sur les faits, sur le dossier en cours. Donc ce n'était pas un rejet de manière générale. Et donc Trump, et c'est le seul talent de ses avocats, et c'est pour ça qu'il les paye des millions, c'est qu'ils arrivent à créer ce genre de scénario basé sur rien. Et donc, à partir de là, c'est une manière de profiter du système de la justice en disant, mais attendez, les gars, il n'y a pas de décision officielle. Tant qu'on n'a pas un arrêt officiel de la Cour suprême, pourquoi mon excuse ne serait pas bonne? Pourquoi mon excuse ne serait pas bonne? Et d'ailleurs, dans le document, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, passer, Trump écrit que sa volonté, si Cannon ne lui donne pas raison, c'est de partir dans la procédure d'appel, donc le 11e circuit, et ensuite la Cour suprême. Parce que la seule chose que Trump peut obtenir avec ce document-là est de gagner du temps, encore une fois. C'est la seule raison pour laquelle ce document est là. Il sait que la juge Cannon est piégée dans les cordes par Smith. En gros, il n'en a plus besoin. Elle a fait son travail. C'est une affaire qui a débuté, je crois, il y a 18 mois. Donc, elle a fait son travail de ralentir le processus. Et donc, maintenant, c'est à lui de prendre le lead sur ce dossier-là, en disant, voilà, j'ai plus besoin de vous. Il la met dans une position qui est super compliquée parce que elle sait que si elle accepte ce que Trump demande, elle va se faire révoquer tout de suite et perdre le peu de crédibilité qui lui reste. Et donc, elle va être obligée de refuser les demandes de Trump, parce que, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi, c'est une construction intellectuelle, et à partir de là, ça lance une procédure d'appel qui fait que Trump va faire un appel à la décision de Cannon. Cannon va prendre X semaines, X jours pour répondre, voire plus d'un mois. Elle va confirmer sa décision. À partir de là, Trump va partir au 11e circuit. Le 11e circuit va prendre je ne sais pas combien de temps pour prendre sa décision. À partir de là, Trump va demander un avis en banc du 11e circuit, c'est-à-dire la totalité des juges et non pas d'un panel. Ça va prendre encore un mois, 2 mois, 3 mois. Et à partir de là, il ira à la Cour suprême. Donc, sa volonté, en créant des arguments qui n'existent pas, est de gagner du temps. Donc, on va voir maintenant la décision de Scholars de la Cour suprême sur l'impunité totale va avoir une importance colossale parce qu'on sait que ça va être la même stratégie que Trump va utiliser en Géorgie. C'est parce que du coup, elle fermerait sur l'ensemble du pays, uniformisation de la loi, elle fermerait sur l'ensemble du pays la seule ligne de défense de Trump qui lui permet d'éviter les procès en attendant l'élection présidentielle. Alors il y a un autre point qui m'a fait rire, qui m'a amusé et qui pour vous montrer l'état d'esprit de Trump et de ses avocats, et ça revient un petit peu à la tentative qui a été faite au niveau de Engoron sur essayer de changer les adresses des compagnies pour les placer en Floride à la place de New York. Et donc, ce qu'il y a dedans, à un moment,
Trump explique que dans tous les cas, il ne peut pas être, il a le droit d'avoir ces documents avec lui parce qu'il a toujours sa Q clearance. Donc Q comme QAnon d'ailleurs. Une Q clearance, c'est dans le nucléaire l'équivalent d'une autorisation à voir des documents top secrets. Si vous avez vu le film Oppenheimer, qui se passe en 1954, je crois, lorsqu'il est accusé d'être un espion pour les soviétiques, toute la discussion est de lui supprimer sa Q clearance, donc son accès à des documents secrets, son accès au secret nucléaire des États-Unis. Et donc, Trump, comme tout président, lorsqu'on devient président, pour évidemment participer à toutes ces réunions, il reçoit sa Q clearance. Et donc, Trump, je pense qu'on a le document à un moment, il demande l'annulation du dossier en expliquant que, de toute façon, il a le droit d'avoir ces documents chez lui parce qu'il a toujours sa Q clearance. Vous voyez, il dit voilà, et il a toujours sa Q clearance. Déjà, pour être clair, avant de revenir sur ce concept, de Q clearance, la Q clearance autorise à consulter des documents. Évidemment, cela n'autorise pas à prendre ces documents chez soi et à les stocker dans des lieux qui ne sont pas approuvés par le département de l'énergie. Le département de l'énergie, ce sont eux qui sont en charge de tout ce qui est activité nucléaire aux États-Unis. Donc, même si c'était le cas, il n'a pas le droit de faire, c'est pas parce qu'on a une Q clearance qu'on peut faire ce qu'il a fait. Et en fait, Trump, ses avocats jouent sur les mots en disant non, mais attendez, j'ai toujours ma Q clearance. Parce que dans son calcul, il se dit je n'ai pas reçu de notification officielle que ma Q clearance était supprimée. Pourquoi il n'a pas reçu de notification officielle? C'est que d'abord, une Q clearance est valable que pour 5 ans. Donc, dans tous les cas, elle est expirée. Et parce que l'usage, c'est qu'un président peut utiliser sa Q clearance uniquement pendant sa présidence. Donc, on ne lui a pas fait une lettre en disant « Cher Monsieur Trump, maintenant que vous êtes joueur de golf à Mar-a-Lago, vous n'avez plus le droit de regarder nos secrets nucléaires. » Ça paraît fou, mais en tout cas, lui, il utilise ça comme excuse en disant « Mais moi, on m'a jamais dit que j'avais pas le droit. Et donc, à partir de là, je ne peux pas être jugé. » Exactement, Maître Eolas. C'est peut-être ça va être la prochaine ligne de défense. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ces documents-là. Pourquoi maintenant la décision de la Cour suprême est extrêmement importante. Je pense que le délai de la Cour suprême, ça va faire 2 semaines que l'on attend maintenant la réponse de la Cour suprême, démontre que la Cour suprême ne va pas aller dans le sens de Trump et peut même ne pas aller dans le sens de Trump en disant que de toute manière, déjà de publier leur conclusion dessus, donc qui mettrait fin à toutes ces manœuvres dilatoires et ridicules de Trump. Et c'est un problème, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose que je vous dis depuis 2020, que le travail de Trump a toujours été, que ce soit au niveau électoral et au niveau judiciaire, de trouver les failles dans le système et de les exploiter, quitte à les exploiter jusqu'au ridicule. Voilà, on a fait le tour de 2 dossiers, Engoron, la juge Cannon. On fait une pause et on part du côté de Fulton County et du dossier Fani Willis. À tout de suite.